Allô tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Et aujourd'hui, en cette période du temps des fêtes, eh bien, j'ai un cadeau exceptionnel que j'ai décidé de me faire et que j'ai décidé de partager avec vous parce qu'on a un invité tout simplement exceptionnel que je vous présente dans quelques instants. Jean-François Ménard, comment ça va? Hey, ça va très bien, Martin, merci. Toi, comment ça va? Ça va super bien. Merci de prendre le temps de faire cette entrevue-là. Je sais que tu t'en vas en vacances et que tu viens de te taper une grippe, tu viens de publier un livre. Donc, bref, merci de faire du temps dans ton horaire très, très, très occupé, Jean-François. C'est très apprécié. Fait plaisir, fait plaisir. Donc, je vous disais d'entrée de jeu, cher public en délire, que j'ai décidé de m'offrir un cadeau parce que vous savez que je suis un méga passionné, on pourrait même dire obsédé de tout ce qui est mindset parce qu'on sait que le mindset, c'est un enjeu tellement important que l'on néglige souvent dans la performance, dans son bonheur, dans sa confiance. Et Jean-François, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois. On était à un événement ensemble. Et pour les gens qui ne le connaissent pas, si vous êtes en Europe, au Québec, ou que vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas entendu le nom de Jean-François Ménard, je prends quelques instants, Jean-François, je peux te présenter à la bonne franquette. Hein? Jean-François Ménard, à mon avis, OK, est le préparateur mental numéro un en francophonie mondiale. Qu'est-ce qui me permet, moi, de dire cela? C'est parce que Jean-François, au cours des dernières années, est devenu, si on veut dire, l'accompagnateur, le coach, le confident et de certains des plus grands athlètes olympiques canadiens. Donc, on parle de qui, par exemple? On parle de Michael Kingsbury, champion des bosses, multiples reprises champion du monde, médaillé d'or aux Jeux olympiques. Tessa Virtue, Scott Moore, qui sont les champions patinage artistique de coupe en danse, qui nous ont ramené une médaille d'or lors des derniers Jeux olympiques. Maxence Parot en snowboard. Il a travaillé avec les gens du Cirque du Soleil, avec les athlètes. Il travaille avec des entrepreneurs. Dans le seul et unique but, en fait, de rendre ces gens-là plus performants avec une meilleure préparation mentale, où souvent, il y a beaucoup de zones grises. Donc, il vient de publier un livre qui s'appelle « L'Olympien au bureau, la préparation mentale des grands athlètes transposée au monde du travail ». Et c'est là qu'il a attiré mon attention grandement parce qu'on est en période des fêtes présentement et qui dit, je ne sais pas pour toi, Jean-François, si tu le remarques, mais qui dit fin d'année, très souvent, période d'introspection. Les gens commencent à regarder l'année qu'ils ont fait, commencent à regarder ce qui est possible. Et souvent, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui se fixent des objectifs. Il y a des gens qui ont arrêté de rêver. Il y a des gens qui ont confiance. Il y a des gens qui n'ont plus confiance. Et je pense que c'est là que ton expertise peut aussi être transposée, de dire comment on peut donner de la valeur aux gens qui regardent cette entrevue-là en leur partageant vraiment ces éléments-là incroyables que tu découvres en accompagnant les athlètes, en étudiant constamment le cerveau et voir comment est-ce qu'on peut donner de la valeur aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Jean-François, d'abord, bravo pour ton parcours, c'est incroyable. Ben, écoute, c'est gentil, Martin. Puis, tu sais, les athlètes que tu as mentionnés, c'est même un privilège pour moi de passer du temps avec ces gens-là. C'est des gens exceptionnels. Puis, autant que j'ai pu leur enseigner des choses, ces gens-là m'ont enseigné plusieurs choses aussi. Donc, c'est vraiment un honneur de faire partie de leur parcours, là. Absolument. On peut juste imaginer, tu sais, souvent, on dit souvent qui aide qui. Des fois, quand on se met à aider quelqu'un et qu'on est dans une énergie de service, les gens se mettent à nous remercier constamment, mais nous, on en retire tellement tout autant. C'est vrai dans du bénévolat, de la philanthropie, mais souvent dans le coaching qui est bien fait, qui est bien aligné, c'est tellement ça qu'on voit constamment, là. Donc, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ton livre, L'Olympien au bureau, parce que là, on parle de ton pedigree. On parle de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Et j'aimais de commencer peut-être dans l'humilité, parce que tu es quelqu'un qui est très humble aussi, Jean-François. Tu n'as pas peur de toucher tes points de vulnérabilité. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, on te voit côtoyer les plus grands, mais à une époque, on n'aurait plus jamais parié 100 $ que tu aurais été celui qui aurait accompagné les plus grands parce que toi-même, tu as eu à vaincre en fait tes démons, tes limites. Peut-être juste nous rappeler un peu quand tu étais plus jeune, juste pour bien cimenter que peu importe votre point de départ, si vous regardez cette entrevue-là, on a tous un point de départ. Et par la suite, c'est qu'est-ce qu'on va décider à en faire. Donc, ton point de départ à l'époque, tu n'étais pas nécessairement destiné à faire ce que tu fais ou tu as des doutes, tu avais des limitations de confiance, parole en public. Donc, juste ramène-moi un peu sur ce petit Jean-François-là à l'époque.
Ben écoute, tout d'abord, je suis natif d'un petit village d'à peu près 200 personnes. Donc, tu sais, venant d'un petit village, j'avais pas beaucoup de, peut-être de références qui étaient connues ou, tu sais, qui ont eu énormément de succès d'un point de vue public ou dans le monde sportif. Alors, fait que j'ai commencé ma vie dans un petit village, puis tranquillement, pas vite, tu sais, j'ai joué plusieurs sports. Fait qu'évidemment, ça a été très bon de développer ma personnalité. Mais comme tu l'as mentionné, j'ai toujours été quelqu'un qui a été un petit peu gêné, gêné, qui doutait dans ses capacités. J'étais un mauvais perdant quand j'étais jeune, ça je l'admets. J'aimais pas la critique, j'aimais pas perdre. Je serais même prêt à dire que j'étais faible mentalement. Tu sais, pour maintenant, quelqu'un qui gagne sa vie comme préparateur mental, tu sais, je pense à des gens qui manquent de force psychologique. J'en étais un. J'en étais un jeune qui j'aimais pas ça parler en public. Je me souviens très bien des discours oratoires à l'école secondaire. Là, c'était pas mes moments préférés. Je me fixais un point en arrière, puis je regardais rien d'autre. Fait que, mais tranquillement, pas vite, quand j'ai grandi, j'ai eu des bons mentors autour de moi, puis des bons coachs sportifs, surtout des bons profs universitaires qui m'ont permis de comprendre que tu sais, c'est moi qui étais responsable de ça. Là. C'était pas la faute de personne d'autre. Puis juste en changeant, juste tu sais, la façon que je voyais les choses, puis il y en avait une attitude un peu plus constructive, puis tu sais, il y en avait des buts un peu plus, un peu plus grands, tu sais, puis de vraiment travailler fort pour ces buts-là. Là, tout d'un coup, oups, j'avais un petit peu plus de succès à l'école. Puis là, oups, j'avais un petit peu plus de succès dans les sports. Puis fait que là, ça commençait à être attrayant, ça commençait à être intéressant. Fait que c'est là que j'ai vraiment développé, je te dirais, l'intérêt initial envers la psychologie sportive. Là. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, Jean-François, qu'est-ce que tu dirais qui sont peut-être les qualités pour faire les premiers pas vers justement, parce que tu sais, tu dis j'ai eu des bons mentors, mais encore une fois, il faut peut-être avoir l'humilité d'écouter le Hum, feedback. Tu sais, dans ton livre, tu racontes qu'aujourd'hui, tu demandes à tes clients de te donner des points d'amélioration constamment. Tu sais, il y a une ouais. phrase qui dit que les champions mangent du feedback au déjeuner. Mais comment qu'on passe de cette personne-là qui rebute le feedback, qui est mauvais perdant, qui a peur parce que tu n'as peut-être pas une forte image de toi, tu as peur de la critique, est-ce que ça commence par l'ouverture? Est-ce que ça commence par l'humilité? Par quoi ça commence si on se dit, je viens d'avoir une année de merde? Hum. Quelles sont certaines des qualités que tu penses qu'on peut peut-être dire, ben, les ingrédients pourraient ressembler un peu à ça pour te mener à ce parcours-là que tu as entrepris pour dire, bon, mais maintenant, j'avais plus confiance, j'avais des meilleurs résultats, j'avais meilleur ceci. Hum. Est-ce que tu remarques des fois dans les premiers pas certaines qualités, certains qualificatifs que tu vois chez les gens que tu accompagnes? Ben écoute, j'ai quelques réponses pour répondre à cette question-là. La première, c'est que faut tout d'abord écouter ce que les gens nous disent. Puis j'avais un petit fou rire quand je t'écoutais parler parce que si je me souviens très bien que j'avais eu certaines blondes au secondaire qui pas nécessairement à l'écoute des fois ou que tu sais, je respectais pas nécessairement tu sais, ce qu'ils voulaient, puis tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, ça passe pas dans l'oreille d'un sourd. Puis je pense que c'est devenu vraiment une prise de conscience à me dire écoute, JF, il y a des choses que tu peux vraiment améliorer au niveau relationnel, puis au niveau de la façon que tu communiques. Mm. Euh, puis, euh, une autre affaire, je pense, qui est importante, c'est que je suis un grand compétiteur. Mm. Depuis que je suis tout jeune, je suis obsédé avec la notion de victoire. Comme j'ai dit, j'étais un mauvais perdant, puis je le suis encore aujourd'hui. Donc, là, je me rendais compte qu'il y avait des gens autour de moi où est-ce que, tu sais, habileté égale, avaient plus de succès que moi dans le sport, puis à l'école. Puis je me disais, qu'est-ce qui fait qu'ils ont plus de succès que moi? Mm. Puis en me comparant, je me rendais compte que c'était des gens qui étaient plus forts mentalement que je l'étais. Puis il y avait des meilleures attitudes, puis c'était des gens qui étaient bien respectés par les autres. Fait que moi, c'était une grande prise de conscience qui s'est passée à ce moment-là, puis que je me suis aperçu que je voulais m'améliorer. Je voulais pas juste être, je voulais pas juste être comme les autres. Je voulais vraiment me démarquer parce que ça faisait partie de ma personnalité, mais il me manquait justement des outils. Fait que ça m'a comme frappé en pleine face à un moment donné, puis j'ai pris le choix de vraiment bien m'entourer puis de commencer à faire du travail là, sur Mm. soi-même. Good, parfait. Donc, ce que j'aime pour les gens qui nous écoutent, c'est remarquer aussi, tu sais, c'est l'humilité. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut le rebuter, le prendre pour une critique personnelle, mais l'accueillir, être à l'écoute et se poser la question, dire, ben, faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Il faut le transposer et dire, ben, comment je peux travailler là-dessus parce que c'est une compétence aussi. Euh, Excellent, Jean-François. Une chose qui m'a vraiment plu dans ton livre, L'Olympien au bureau, euh, c'est que oui, on va parler de mindset, on va parler de préparation mentale, de force du mental, on va en parler beaucoup dans quelques instants. Mais tu es très clair aussi que
ce n'est pas que le mental, en fait. Et pour les gens, souvent, qui veulent avoir une meilleure année, une meilleure perspective, des meilleurs résultats cette année, ils peuvent dire, ben, cette année, je vais être positif. On entend souvent, il faut que je sois positif, ainsi de suite. Mais tu as un dessin qui est super simple dans ton livre, qui est les 4 pattes, en fait, auquel, moi, je trouve, les gens ne réfléchissent pas assez souvent. De dire que c'est un équilibre de ces 4 choses-là, en fait. Et c'est vrai pour un Olympien, mais c'est vrai pour une personne au bureau, c'est vrai pour un entrepreneur qui nous écoute, que je pense qu'il devrait réfléchir à de quoi seront constituées chacune de ces pattes-là cette année, parce que ça va mettre de l'équilibre dans ma performance, ça va mettre de l'équilibre dans mes résultats. Parle-nous un peu de ce concept-là des 4 pattes. Là. En fait, les 4 pattes, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans le monde du sport. C'est que pour qu'un athlète soit solide sur ses pattes, pour qu'il soit complet, il y a vraiment 4 éléments dans leur entraînement qu'on doit toujours pratiquer, qu'on doit toujours améliorer. Fait que, il y a l'élément tactique. Donc, quelles sont les stratégies qu'on va utiliser pour que l'athlète soit efficace dans son sport? L'élément technique. Donc, quelles sont les habiletés nécessaires pour avoir du succès dans leur sport? Il y a l'aspect physique. Fait qu'au niveau physiologique, la force, la flexibilité, la puissance et tout le reste qui vient, le côté physiologique. Puis il y a le côté mental. Quelles sont les habiletés mentales pour justement pouvoir gérer la pression, pour être concentré comme il faut, pour croire en ses moyens. Alors, ça se transpose facilement dans le monde du travail. C'est que plus souvent qu'autrement, dans le monde du travail, on met un gros focus sur nos habiletés techniques à faire notre travail. Comme, puis même quand on signe la fameuse description de tâche là, au début, là, quand on commence avec une entreprise, c'est écrit qu'est-ce qu'on doit être capable de faire. C'est très, très clair. Mais ce qu'on oublie, c'est que le cerveau, c'est le moteur de la performance, que tu sois un athlète olympique ou que tu sois un travailleur au bureau. Puis, c'est pas juste le cerveau. C'est plus physique qu'on pense travailler. Comment est-ce qu'on se sent après qu'on est assis 1 heure et demie dans une chaise? On va se sentir fatigué, on va se sentir peut-être un petit peu éteint au niveau psychologique. Fait que le fait d'être en forme physique, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir un marathonien ou de courir des longues distances ou faire des triathlons. Mais plus souvent qu'autrement, les gens qui sont très, très efficaces dans le monde du travail, c'est des gens qui sont en forme physiquement. Puis se questionner aussi, c'est quoi les stratégies que je vais utiliser justement pour m'améliorer? Fait que pas juste dire que je veux m'améliorer puis que je veux pouvoir faire telle chose, Ouais. mais concrètement, c'est quoi ces habiletés-là? Puis il y a des petits mots anglophones que j'aime utiliser pour faire réfléchir les gens, c'est que faire du goal setting, c'est très facile. Tout le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent réussir. Mais faire du goal getting, c'est une autre chose. Puis de vraiment mettre des actions concrètes dans le goal getting pour arriver à ton goal setting, est là la nuance. Puis dans le monde du sport, pour nous, je te dirais, normal parce qu'on parle de ça et on travaille ça tous les jours. Puis dans le monde du travail, je vois de moins en moins. Puis si je peux me permettre une petite blague associée à ça, que je raconte souvent en conférence, si tu as 5 oiseaux sur un fil, puis les 5 décident de partir, il en reste combien sur le fil? Puis la réponse, c'est 5, parce qu'ils ont juste décidé de partir, ils ne l'ont pas fait encore. Fait que la nuance, puis ça, j'en parle beaucoup de ça, c'est que la nuance d'avoir une intention, puis versus la nuance d'agir cette intention-là, c'est vraiment une deuxième étape qui est essentielle si on veut vraiment arriver à nos objectifs. Cette intention-là, dans le livre, tu en parles brillamment aussi dans la notion qu'il y a une grande différence entre des gens qui prétendent avoir de l'expérience stratégique, tactique, mais en fait, c'est qu'ils ont juste répété la même année pendant 20 fois. Tout à fait. 20 années, OK? Et toi, tu parles de l'expérience engagée. Oui. Est-ce que ça fait partie de cette notion-là de se reculer, de dire, OK, attends, j'ai ces compétences-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer encore une fois? Donc, d'aller chercher le millimètre, un peu comme Tessa Virtue et Scott Moore prenaient toujours des notes, ils étaient toujours en train de voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Peu importe la patte, ils sont toujours en train d'aller chercher le millimètre. Et souvent, on va retrouver du monde dans le monde du travail, parce que maintenant, tu fais des conférences partout dans le monde, qui se disent, ah oui, ça, je le sais. Oui, ça, je connais ça. Mais ils ne sont plus dans le peaufinement et dans le millimétrage de leurs compétences. Effectivement, effectivement. Mais écoute, dans mes conférences, je pose souvent la question aux gens, préférez-vous embaucher quelqu'un qui a 20 ans d'expérience puis qui a fait la même chose à tous les années pendant 20 ans
ou d'embaucher la personne qui a 4 ans d'expérience, mais qui, à tous les années, a évolué de façon significative. Puis ça fait beaucoup réfléchir les gens parce que souvent, on a tendance à valoriser ou à prioriser ceux qui ont plusieurs expériences ou plusieurs années d'expérience dans un domaine. Mais pour moi, le montant d'années que tu as d'expérience, c'est relatif comparativement à la façon que tu as évolué et surtout tes intentions, tes habiletés à vouloir t'améliorer. Donc, si je peux me permettre d'utiliser Michael Kingsbury, le skieur de boss, qui est notre fameux champion olympique, c'est un être humain exceptionnel. À un moment donné, j'ai posé la question. En fait, il est devenu très gêné quand j'ai posé cette question-là, mais la question était, dis-moi pourquoi tu domines ton sport? Comme dis-moi honnêtement, là, pourquoi tu es le meilleur au monde et de loin dans ton sport? Puis là, il a dû y penser un peu, puis il n'était pas trop sûr quoi dire. Puis là, éventuellement, il m'a dit, ben, il dit, moi, j'ai vraiment un intérêt à me coucher le soir meilleur que j'étais quand je me suis réveillé le matin même. Puis là, j'ai dit, ben, OK, c'est intéressant. Puis j'ai dit, ben, comment ça fonctionne ça? Tu sais, comment tu mets ça en pratique? Puis il dit, ben, écoute, à chaque fois que je me retrouve dans une situation où est-ce que j'ai une opportunité à m'améliorer, fait que ce soit sur les bosses quand je skie, que ce soit dans le gymnase quand je lève des poids, que ce soit avec toi, JF, quand j'ai une rencontre avec toi pendant 1 heure, je vois ça comme une opportunité d'amélioration. Fait que j'arrive préparé, là. Puis, tu sais, j'arrive toujours avec une série de questions. Puis, tu sais, je sais des fois qu'on parle des affaires qui n'étaient pas planifiées, mais je sors toujours de nos rencontres avec de quoi. Dans le gymnase, si j'arrive à lever 5 livres de plus dans tel exercice, bien, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus fort que j'étais hier. Euh, Puis là, il va me même dire un exemple en ski de boss. Il dit des fois, là, je vais juste changer l'angle de mes chevilles un petit peu quand je skie mes bosses. Tu sais, c'est vraiment minime. Là. Il me parle de ça. Là. Puis je fais juste changer l'angle, une petite affaire de mes skis. Puis là, tout à coup, oups, je peux aller un petit peu plus vite. Mais je ne savais pas que je pouvais faire ça hier. Fait que de vraiment être intéressé et obsédé avec les petits détails qui fait que quand tu accumules ces petits détails-là, ben écoute, c'est ça que ça fait des champions, ces champions olympiques. Puis quand on dit que la différence est petite entre ceux qui sont exceptionnels et ceux qui sont très bons, euh, moi j'ai l'honneur de côtoyer beaucoup de gens qui sont exceptionnels. Puis c'est ça qu'ils font, ces gens-là. J'adore. Autant dans le monde du travail que dans le monde sportif. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vais vous lancer un défi, les gens qui sont à l'écoute. Posez-vous la question. Côté technique, quelle compétence va le mieux élever mon objectif cette année ou mon rêve? Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est deux compétences que vous auriez avantage à revisiter, vous challenger pour aller le millimétrer, pour voir, vous, vos chevilles dans le monde du travail, la vente, la direction, le leadership, qu'est-ce qui peut être peaufiné? Par la suite, le côté tactique. C'est quoi votre plan? Le goal getting dont Jean-François parlait tantôt. Concrètement, tu vas faire quoi, quand, où, qui peut t'aider, qui sont tes alliés. Et si ça ne marche pas, l'adaptation, c'est aussi une tactique. Plutôt que d'abandonner à fin janvier et en février et de dire, ah, finalement, mon plan ne marche pas. Non, l'adaptation est aussi une skills et c'est aussi une tactique. Donc, comment tu vas t'adapter quand tu vas faire face à des épreuves? Ça peut faire partie de votre réflexion aussi sur cette année-là. Par la suite, le body, lancez-vous un objectif. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. J'adore ce truc-là dans ton livre. Ça m'a fasciné. Le minimum. Parce qu'il y a tellement de gens qui, surtout en début d'année, Ouais. ils vont tout faire autour des 12 prochains mois. Ils vont perdre 20 livres, ils vont faire 1 million, ils vont doubler leur business, ils vont doubler leur clientèle. Et toutes les statistiques et les recherches nous démontrent que la majorité des gens abandonnent à l'intérieur de 5-6 semaines. Ouais. Et ça m'a surpris quand tu donnais cet exemple-là. Raconte-nous cette conversation-là que tu as eue avec un de tes clients, juste pour faire réfléchir, de dire, guys, oui, des grands objectifs, on va en parler tantôt de rêver, mais il y a une notion de momentum qui est importante, qui très souvent, si vous ne la comprenez pas, vous allez continuer de vous auto-saboter mentalement. Oui. Bien, écoute, une des réactions humaines les plus puissantes, c'est de réaliser qu'on a eu ou qu'on a fait du progrès. Donc, il faut se donner l'occasion d'avoir du progrès régulièrement, que ce soit petit ou grand. Écoute, je vais te raconter une autre histoire. Je vais revenir à l'histoire dont tu parles. L'année passée, je me suis lancé dans un gros projet de rénovation. J'ai tout rénové mon rez-de-chaussée de maison, puis ça a pris 38 jours. Écoute, c'était intense, 38 jours tous les jours. Puis, il y a des journées où est-ce que c'était des grosses journées où est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient évidentes, comme par exemple monter les armoires de cuisine. Comme ça, on a vu qu'on a vraiment avancé. Puis il y a eu d'autres journées que c'était tout simplement installer une ampoule ou une petite poignée de porte.
Mais à tous les jours, je me suis organisé qu'il y a eu quelque chose de plus qui a été fait. Donc, il y avait toujours un progrès qui a fait que je n'ai jamais manqué de motivation. Puis on sait très bien, dans les projets de réno, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on devient un peu démotivé puis on découragé, là, mais On salue tous les contracteurs, en fait. ah ouais, mais tu sais, j'ai mis ma théorie au test Ouais. pour voir si ça fonctionne vraiment. Puis écoute, le 38 jours a passé vite. C'était un projet extraordinaire et super efficace. Donc, Dans le livre, tu l'histoire racontes. dont tu fais allusion, c'est que, puis le timing de notre discussion j'ai raison, en fin d'année comme ça, tu sais, les gens sont fatigués, tu sais, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va améliorer, puis là, ben, aussitôt que le 1er janvier arrive, c'est drôle, hein, c'est une journée dans le calendrier, mais on dirait que tout change. C'est comme, La OK, là, symbolique, ça le symbolise plein passage, d'affaires. il y a une symbolique très forte. Voilà. Fait que, le défi classique que les gens se lancent, c'est de se mettre en meilleure forme, OK? De faire un peu plus d'exercice, mieux manger. Donc, on va prendre l'exemple de faire un peu plus d'exercice, OK? Qui est un classique à partir du mois de janvier. Même si je travaille avec la part de mes athlètes, c'est des athlètes élites, il y a des gens que je travaille avec, que c'est des gens, des hommes et des femmes d'affaires qui ont beaucoup de succès. Mais quand ça vient à des défis physiques, des fois, ils ne sont pas bien équipés autant qu'ils sont ultra efficaces au travail, puis tu sais, au niveau d'atteindre leur chiffre, puis tout ça. Ça m'est déjà arrivé qu'il y avait un président de compagnie, que je ne mentionnerai pas la compagnie des raisons confidentielles, qu'on travaillait ensemble pour améliorer sa performance. Puis là, à un moment donné, il me dit, écoute, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais faire, puis je dis, je ne sais pas si tu peux m'aider. Puis là, je dis, ben c'est quoi? Il dit, ben j'aimerais ça perdre à peu près 25 livres. Puis là, je dis, OK, parfait. Puis là, on se retrouvait à peu près au mois de décembre, là, début janvier. Fait que là, il dit, ben écoute, là, je suis prêt à m'abonner à un gym. Je veux vraiment perdre 25 livres, je veux les perdre assez vite. Puis j'aimerais ça que tu m'aides à faire ça. Donc là, je l'ai questionné par rapport à son plan, par rapport à sa tactique. J'ai dit, bon, comment tu penses faire ça? Puis là, il dit, ben écoute, je vais m'abonner au gym, puis je pense aller au gym, tu sais, au moins 4 fois semaine. Fait que là, moi, tout de suite, quand j'entends ça, je me dis, OK, ça fait quelques années qu'il n'est pas allé au gym. 4 fois semaine, c'est beaucoup. Il va peut-être soutenir ça pendant quelques semaines, mais de soutenir ça pendant quelques mois, c'est pas évident parce qu'à un moment donné, on peut se blesser et puis on se décourage. Fait que moi, j'ai posé tout simplement la question, ben écoute, euh, si tu y allais au moins 3 fois, est-ce que tu serais correct avec ça? Est-ce que tu accepterais de ne pas y aller 4 fois, mais y aller 3 fois? Puis là, la réponse était, ben, tu sais, c'est pas autant que je voulais, mais ouais, finalement, 3 fois, ce serait peut-être correct. Là, je disais, OK, mais si on simplifiait ça, si on amenait ça à 2 fois. Puis habituellement, quand je passe de 3 à 2, c'est là que ça l'accroche un peu. Ça comme, ah, ben là, 2, c'est comme la moitié de ce que je pensais que j'allais faire. Puis, il me semble 2 fois, c'est pas tant que ça. Puis là, moi, je l'ai fait réfléchir. Je dis, ben écoute, 2 fois, c'est pas mal plus que ce que tu faisais pendant les dernières années, là. Fait que là, ils n'ont pas le choix de dire oui, tu sais. Fait que là, je leur dis, écoute, si tu allais au gym une fois la prochaine semaine, une fois, est-ce que ce serait correct? Puis là, tu sais, ils réfléchissent, puis ils vont se dire, ben là, une fois, je me sens comme je ne suis pas efficace. Je dis, écoute, tu serais efficace parce que c'est une fois de plus que la semaine dernière. Fait que si tu réussis ça, ben c'est très bien. Puis là, je leur fais comprendre que si ton objectif, c'est d'y aller 4 fois semaine, puis que tu finis par y aller 3 fois semaine, ben, tu ne réalises pas ton objectif. Fait que tu risques d'être déçu, qui fait que ça diminue les probabilités que tu vas poursuivre. Tandis que si tu donnes un but minimal qui est 1 fois semaine, puis que tu réalises ce but-là en y allant une fois, puis si tu y arrives à y aller 2 fois dans cette semaine-là, bien tant mieux. C'est un bonus, puis c'est bien correct. Mais la puissance d'avoir des buts, ce que j'appelle des buts minimal ou les minimums en anglais, c'est extrêmement puissant parce que tu te donnes une chance d'avoir du succès et d'être productif et de voir un progrès. Puis à un moment donné, ça s'installe. Puis c'est assez incroyable à quel point que tu y vas une fois, tu y vas une semaine, une fois, oups, tu augmentes ça à 2 éventuellement, puis progressivement, tu arrives à peut-être ton 3, 4 fois semaine. Puis là, ça devient une habitude qui est ancrée. Mais si tu ne te donnes pas la chance au début du minimum, c'est difficile d'arriver à ton 3, 4 fois semaine éventuellement. Oui, ce que j'aime de cette stratégie-là, c'est qu'elle est hyper contre-intuitive. Comprends? Parce que depuis des décennies, c'est fixe-toi le gros objectif. Et on va en parler dans quelques instants. Oui, c'est important de rêver. Mais il faut comprendre que quand on est pris dans une logique, si ça fait 5 ans que tu commences l'année, c'est chapeau de roue, avec des objectifs gros de même. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à s'observer comme humain aussi. Là. Mm. Quels sont les patterns que je répète?
Fixation d'objectifs, élevé, grande ambition, grande intention. Janvier, février, mars, j'abandonne. Pourquoi? Donc, à un moment donné, il y a une notion de dire, si j'essayais quelque chose de différent, je vais obtenir des résultats différents aussi. Effectivement. Puis Martin, si je peux me permettre, parce que tu m'as fait penser à quoi? Souvent, quand les gens sont réticents à cette tactique-là, je vais leur demander, est-ce que tu préfères avoir 10% de chance à perdre ton 25 livres d'ici 2 mois? Ou est-ce que tu préfères avoir 95% de chance de perdre ton 25 livres d'ici 10 mois? Puis, surtout les gens qui sont forts avec les chiffres, ils vont regarder ça et ils vont dire, ouais, OK, on va adhérer à ton minimum de bord. Cette notion-là aussi, puis je pense qu'il n'y a pas un meilleur domaine que le monde olympique ou le monde entrepreneurial pour faire cette analogie-là. Il y a un auteur américain, j'oublie le nom, mais qui disait toujours la majorité des gens surestiment ce qu'elles peuvent accomplir en 1 an, mais elles sous-estiment ce qu'elles peuvent accomplir en 10 ans. Et quand on regarde l'univers des Olympiens, 4 ans de préparation, 8 ans. Et là, quand ils gagnent la médaille olympique, par contre, tout le monde applaudit, ils sont acclamés, ils sont ovationnés. Mais attends, oh, là, il y a 8 ans. Il y a 8 ans de minimum qui a augmenté à intensité, cadence, entraînement olympique, mais il y a eu des premiers pas qui étaient saccadés, qui étaient je vais commencer avec un saut que je ne réussis même pas. Ben écoute, tout champion a été débutant à un moment donné. Ouais, c'est ça. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis c'est jamais une ligne droite pour se rendre aux Jeux olympiques. Puis écoute, c'est saccadé pas mal, là. Et moi, j'ai côtoie beaucoup d'athlètes qui ont passé à travers des situations affreuses. Je veux dire, j'ai un athlète, je ne sais pas si tu es rendu là dans le livre, c'est plus vers la fin, où est-ce qu'il a appris qu'il avait un dos brisé 4 mois avant les Jeux olympiques, qu'il avait une fissure dans une de ses vertèbres. Puis il a quand même trouvé une façon d'accepter la situation puis de travailler avec sa blessure. Et non seulement d'aller aux Jeux olympiques, mais de remporter les Jeux olympiques. Alors, il faut se rappeler que les athlètes olympiques et les athlètes élites, pour moi, sont un très bon exemple de ce que j'appelle avoir une mentalité GPS. OK? La même façon qu'un GPS fonctionne dans notre voiture, là, où est-ce qu'on met une destination, puis on pèse Go, puis qu'on sait très bien qu'il peut y avoir de la construction ou une route barrée à un moment donné, puis qu'à ce moment-là, le GPS est programmé pour trouver une solution. Okay? Le GPS n'abandonne pas. Okay? Le GPS ne trouve pas d'excuses. Le GPS ne chiale pas. Il recalcule la route. Puis je trouve que les athlètes olympiques sont des très bons exemples d'avoir des mentalités GPS où est-ce qu'ils arrivent à ces embûches-là. Ils sont tellement bons à accepter ce qui se passe puis de vraiment gratter pour trouver des solutions immédiatement parce que plus souvent qu'autrement, ils n'ont pas le temps à niaiser. Puis il faut qu'ils trouvent des solutions tout de suite pour pouvoir se préparer pour la prochaine compé et avoir du succès. J'adore cette image-là de recalculer parce qu'en fait, l'opposé, malheureusement, c'est que plusieurs personnes partent sur leur parcours GPS de vie, mettons en début d'année. Dès qu'il y a des cônes oranges, ils se disent « Ah, ben finalement, c'était pas pour moi. Ah, finalement, je suis pas capable. Ah, finalement, j'aurais dû écouter ma belle-sœur, mon beau-frère qui me disait « Tu rêves en couleur. » Et là, finalement, soit qu'ils restent là ou qu'ils retournent au départ initial. Et en fait, j'aime cette idée-là de dire « OK, là, on rentre dans le tactique. Comment tu peux juste recalculer, t'adapter et aller vers un mentor, un coach, lire un livre comme l'Olympien au bureau, mais d'être agile et de t'adapter constamment, c'est une méga qualité quand on parle de préparation mentale. Bien, puis surtout, Martin, si tu penses à peu près à n'importe quel grand objectif que tu as réalisé, quand tu réalises finalement cet objectif-là, puis tu regardes à la route que tu as dû prendre pour te rendre là, est-ce que c'est la route que tu t'avais imaginée en début de processus? Non. C'est jamais. Jamais. Donc, la leçon qu'on peut prendre de ça, c'est que quand tu commences à rêver à quelque chose, bien, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une question que ça va-tu arriver, ces embûches-là. Ça va arriver. Puis il faut être prêt justement à pouvoir s'adapter. Puis la mentalité, c'est une tactique d'ailleurs que je raconte beaucoup dans mes conférences de comment le faire. Parce qu'il y a des exercices que je fais avec les athlètes pour leur aider à faire ça. Mais c'est ultra puissant. Good. Donc là, les minimums, donc de peut-être mettre à son avantage la stratégie du minimum dans les premières semaines de l'année, ça ne veut pas dire par contre de ne pas rêver grand. Et explique-moi un peu en fait l'équilibre dans cela, d'être capable de comprendre que maintenant j'ai besoin peut-être de minimums et en même temps, pourquoi c'est important de quand même, peu importe qui on est, notre emploi, notre statut, notre salaire aujourd'hui,
de continuer à avoir un gros rêve alors que tellement de gens sont cyniques par rapport à ça. Ils se disent, bah, vraiment, j'ai pas de rêve, ça sert à rien. Mais toi, tu as découvert en fait que yeah, c'est quand même extrêmement important d'avoir ce gros rêve-là, cette grosse cible-là à laquelle on peut aspirer, qu'on soit olympien ou monsieur, madame, tout le monde qui aspire à mieux. Oui, bon, règle numéro un par rapport à rêver grand, c'est que lorsqu'on se fixe un rêve, puis on n'est pas gêné d'en parler, on est très à l'aise d'en parler avec les gens autour de nous, ça veut dire que le rêve n'est pas assez grand. Moi, ma règle numéro un, c'est que faut que tu sois inconfortable à partager ton rêve avec les gens autour de toi pour savoir si c'est assez grand. Puis si les gens, tout d'un coup, tu regardes et tu dis, ben voyons non, tu peux pas faire ça, puis tout ça, parfait. Ça, c'est un indice que ton rêve est grand. OK? Puis la deuxième chose que je veux ajouter à ça, c'est que il est important de rêver grand, d'avoir vraiment des grandes intentions. Cependant, on doit accepter qu'il y a des bonnes chances que tu ne réaliseras pas ce rêve-là. Puis là, ça sonne un peu contre-intuitif ce que je dis là, mais c'est que pense-y, si chaque petit garçon québécois avait réalisé leur rêve, là, ben, les Canadiens de Montréal, ce serait plein de Québécois. Là. Mais cependant, quand on rêve extrêmement grand, puis qu'on réalise ou on atteint 75-80 de ce rêve-là, on réalise des choses extraordinaires quand même. Incroyable. C'est ça la notion de rêver grand, c'est que plus que tu rêves grand, c'est comme un aimant qui te tire vers une direction. Fait que tous les athlètes olympiques rêvent à gagner la médaille d'or, mais il y en a seulement une médaille d'or à gagner. Fait que ils ne peuvent pas toutes la gagner. Mais peut-être de finir cinquième et de finir dixième, tu as fini cinquième et dixième parce que tu avais le rêve de gagner la médaille d'or. Parce que si tu n'avais pas le rêve de gagner la médaille d'or, peut-être tu aurais fini 35e ou 40e. Mm. Fait que moi, je vais m'utiliser comme exemple. J'ai toujours rêvé, quand j'étais plus jeune, de jouer pour le Canadien de Montréal. Mm. Puis j'ai toujours rêvé aussi de gagner une médaille d'or olympique. Puis à un moment donné, dans mon parcours, je me suis aperçu que, bon, je n'étais pas assez bon au hockey pour jouer pour le Canadien de Montréal. Puis je ne pratiquais pas assez de sport olympique et je n'étais pas assez compétitif pour aller gagner une médaille un jour. Cependant, le fait que j'avais ces rêves-là ambitieux, selon moi, ça m'a amené quasiment aussi loin parce que là, je me retrouve à faire quelque chose que j'adore. Je me retrouve à travailler avec des gens qui aspirent à devenir champion olympique. Mm. J'aide des gens justement à atteindre la Ligue nationale de hockey. Donc, fait que, tu sais, oui, je n'ai pas atteint mon grand rêve du début, mais à cause que j'ai eu ce grand rêve du début, pour moi, ça m'a apporté à des choses extraordinaires. Puis, ça, il ne faut jamais l'oublier que quand on rêve grand, il faut se rendre compte qu'il y a des très bonnes chances qu'on ne va pas réaliser notre rêve et c'est correct parce que ça va nous amener quand même assez loin. Ouais. Et c'est très libérateur d'avoir un mindset comme ça, de se dire des bonnes chances que je ne l'atteigne pas. Ça Ben ne veut pas oui. dire que tu ne vas pas tout donner, tu ne vas pas tout y mettre et t'investir. Et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, et ça, c'est juste mon opinion, mon observation, ça n'a pas besoin d'être la tienne, mais on aurait avantage à revenir à cette idée-là de ce vieil adage-là qui dit c'est qui on devient en cours de route et en poursuite. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette obsession-là sur la finalité? Je ne sais pas si tu rencontres des athlètes de même ou des clients comme ça, Jean-François, mais souvent les gens disent, Martin, si je fais tout ça, est-ce que je vais atteindre ça? Je ne sais pas, essaye-le, vas-y, à 100%, engage-toi. Tactique, technique, le mindset, toutes ces choses-là. Mais on dirait que les gens, avant même de faire le premier domino, ils Ouais, veulent cette certitude-là que la finalité va arriver. Je dis, mais attends, tout à fait. il y a rien comme ça qui existe, là. Tout à Mais fait. les gens sont pris dans ce marasme qui dit, si je fais tous ces sacrifices-là, et là, si on ne peut pas leur donner une certitude, ils disent, ouais, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Je ne sais pas si tu vois du monde de même. Ouais, ouais, écoute, c'est très commun, tu sais, la peur de la critique Ouais. ou, tu sais, la honte de ne pas atteindre son objectif. Puis c'est pour ça que les gens, en fait, ont peur de partager leurs grands objectifs. Parce qu'il y a plus de gens qui sont au courant de tes objectifs, mais évidemment, il y a plus de gens que tu vas te décevoir si jamais tu ne réalises pas cet objectif-là. Alors, même moi, je dis même au contraire, le plus de monde avec qui tu partages tes objectifs, bien, plus d'aide que tu peux avoir. Mhm. Tu sais, je donne souvent l'analogie que euh, quand tu conduis une voiture sur une autoroute, puis tu es dans la voie de gauche, puis tu veux te mettre dans la voie de droite, si tu ne mets pas ton clignotant pour informer les gens autour, ton intention de te mettre à la droite, il n'y a pas personne qui va te faire de la place, là.
Ah, Fait que, tu sais, dans la réalisation d'un rêve, c'est la même chose. Plus que tu informes les gens de tes intentions, plus que les gens autour de toi sont au courant de ce que c'est, puis ils vont t'aider. Fait que, écoute, la peur de l'échec, c'est partout. Autant dans le monde des affaires que dans le monde du sport. Mais selon moi, le regret de ne pas avoir rêvé assez grand est pire que l'échec. Donc, puis écoute, mais moi, je vais partager un de mes rêves en ce moment. Parce que des fois, les gens, tu sais, on reste dans le concret un petit peu, puis les gens, c'est ouais, mais c'est quoi vos rêves, vous autres, les gars là, qui parlent en ce moment? Moi, Martin, j'ai 37 ans en ce moment. Puis j'ai réalisé plein d'affaires que je suis extrêmement, extrêmement fier. Puis là, à un moment donné, je me suis questionné, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi ma médaille d'or à moi dans les prochaines années? Puis j'ai remarqué qu'il y a un Méritas au Canada qui est le 40 Under 40, donc qui reconnaissent 40 personnalités sous l'âge de 40 ans dans différents domaines au Canada. Fait que moi, c'est mon prochain objectif. C'est vraiment vers ça que je m'enligne, puis que je vais-tu le réaliser? Je l'espère. Si je ne le réalise pas, je sais très bien que pendant les prochaines années, ça va m'amener à faire des trucs puis à vraiment réaliser des choses que je vais être extrêmement fier. Donc ça, c'est mon prochain grand rêve de mon côté. non, mais j'avais été nominé, mais je ne l'ai pas reçu. Bon, mais tu vois, tu es un Juste d'avoir exemple. été nominé, il y a une personne qui m'avait nominé sur le Nouveau-Brunswick. Moi, je n'étais pas au courant de cette compétition-là. Et juste le fait d'être nominé, ça m'avait ouvert aussi des possibilités. C'est de voir qu'il y a des gens qui voient ça en moi. C'est parce que souvent, on est souvent les derniers de voir le potentiel Tout qui à nous fait. habite. Et quand on est entouré de mentors et de personnes qui croient en nous, ça rouvre des portes énormes là, aussi. Ben moi, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait partie de cette liste-là il y a 2 ans. Puis il me disait, écoute, Jeff, c'est sûr que tu peux faire partie de cette liste-là. Puis, en tout cas, fait qu'on verra. Good. Donc là, écoutez, on a beaucoup de choses là. Si vous écoutez, vous prenez des notes, j'espère que vous savez que vous avez des devoirs à faire. OK? Quel est ce grand rêve-là? OK? Pas juste en termes de quantité, mais je vous dirais en termes de vibration. Si vous y pensez et ça vous fait peur, ça vous ébranle un peu, vous hésitez, vous avez peur de perdre, vous avez des sueurs froides, peu importe comment ça se transpose, ou que vous pensez que vous allez échouer, peut-être que vous êtes sur la bonne piste. Parce que c'est le chemin, c'est qui on devient en cours de route. Parce que pendant qu'on poursuit notre rêve, on développe des habiletés, on développe de meilleures tactiques, on doit s'adapter. Donc, toutes ces choses-là se produisent ici, mais très souvent, on évite de faire les premiers pas parce qu'on n'a pas cette certitude-là. Est-ce que je vais l'atteindre? Arrêter d'attacher autant d'importance et de mettre sur un piédestal l'atteinte et la finalité. Et Tout à investir fait. peut-être un peu plus davantage sur le devenir, le parcours et à prendre le plaisir là-dedans. Et c'est certain que c'est pas confortable de faire ça là. Parce que comme tu as dit tantôt, les gens ont peur de la critique, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de se faire juger. Dans ton livre, tu racontes cette anecdote-là, quand tu as eu à défendre ta thèse, tu as eu à partager ton rêve avec des gens qui évaluaient. Et parfois, juste partager un rêve, la non-réaction des gens qui t'écoutent peut t'affecter si tu n'es pas solide. Effectivement. Et toi, tu avais partagé le rêve. Je te raconte cette anecdote-là. Je montrais comment ça peut être subtil, que si tu n'es pas prêt à faire ça, ça peut être inconfortable. Et par la suite, on va parler de l'inconfort. Ben écoute, ça c'est lorsque j'ai fait ma maîtrise en psychologie du sport à l'Université d'Ottawa, puis on avait été demandé à la fin de faire une présentation devant nos évaluateurs, puis il était 4-5 devant moi, puis il y avait une série de questions à répondre, puis une des questions était où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans? Qui est une question classique qu'on entend souvent. Puis moi, la façon dont j'ai interprété la question, c'était comme c'est quoi tes souhaits? Comme à quoi tu rêves pouvoir accomplir d'ici 10 ans? Tandis que je pense que la question qu'eux voulaient plutôt dire, c'est comme de façon réaliste ou comme comment tu te vois. Puis dans notre domaine, en fait, c'est encore un domaine qui est jeune, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient énormément de succès à travailler avec des athlètes olympiques, des athlètes professionnels à un jeune âge. Donc, fait que moi, j'avais Souvent, partagé. c'était les coachs qui jouaient ce rôle-là. S'il était positif un peu, s'il était bon motivateur, c'était le coach. Puis aussi, au niveau de la préparation mentale, plusieurs des meilleurs au Canada à l'époque, c'était des gens plus âgés, que ça faisait longtemps qu'ils étaient connus. Puis, alors, fait que moi, ce que j'ai répondu à la question, c'était que d'ici 10 ans, puis à l'époque, je crois que j'avais 25, 24, 25 ans, je leur ai dit que j'allais travailler pour au moins 5 ans pour une des plus grandes formations professionnelles au niveau performance sur la planète, puis que j'allais aider au moins une personne à gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques. Puis je me souviens très bien,
en fait, toutes les personnes, à part de une personne, sur leur visage, il n'y avait pas d'expression. Puis moi, le message que ça me donnait, c'était comme, ben voyons donc, tu n'y arriveras jamais, tu sais. Ouais, ouais. Puis il y en a une de ces personnes-là que je respecte énormément, que lui, tu sais, je voyais qu'il y avait plein d'enthousiasme dans son visage, puis c'était comme, oui, tu vas y arriver, mon petit garçon, tu sais, c'est une bonne façon de penser. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis. Quelques années plus tard, Cirque du Soleil, Michael Kingsbury, Tessa Virtue et tous ces Max Parot, tous ces gens-là. Donc, ayez pas peur de partager vos rêves. Souvent, les gens disent: Ah, je partage avec mes rêves, mais tu sais, je me fais dénigrer par mon entourage. Hey, ça arrive. À un moment donné, tu peux être sélectif avec qui tu le choisis. Je comprends ça. Mais en même temps, ayez pas peur, soyez fiers. Parce que la majorité des gens vont se dire: Oui, mais tu ne vas pas l'atteindre. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. C'est Tout à dans la fait. poursuite, c'est dans la quête, c'est dans le processus. Et c'est ce que les champions font. C'est ce que Jean-François fait avec ses athlètes. Même s'ils visent tous de remporter la médaille olympique, il y en a une. Ben, puis en fait, si je peux me permettre, Martin, souvent, ce que je veux dire aux athlètes, c'est que s'ils ne font pas d'erreur ou s'ils ne se plantent jamais, c'est parce que ce qu'ils font, c'est pas assez difficile. Puis ça, je trouve que c'est une petite phrase qui c'est vraiment puissant parce que, tu sais, si t'es toujours bon, comme quelqu'un, moi, qui me dit qu'il est toujours bon puis tout ce qu'il fait, il fait comme il faut, pour moi, c'est un gros point d'interrogation parce que c'est. Tu ne challenges plus. Ben, puis en anglais, on dit you play it safe. Tu prends pas de risques. Tu sais, tu te limites à ce que tu es très bon puis que tu vas pas jouer dans les bandes un peu plus compliquées, là. Fait que, puis quand tu regardes justement des athlètes olympiques, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on voit la victoire, tu sais, à la fin du processus. Mais quand tu les regardes s'entraîner, puis tu témoignes le montant de fois qu'ils tombent sur le derrière, ou le montant de fois qu'ils sont trompés, ou qu'ils sont blessés, ou Ils ont juste plus échoué que les autres, c'est pour ça qu'ils sont là. c'est ça qui est remarquable. Écoute, en 2006, les Jeux olympiques de Turin, il y avait une petite Japonaise qui a gagné la médaille d'or en patinage artistique. Puis, suite à sa médaille d'or, il y a un journaliste qui avait demandé qu'est-ce qui a fait que tu as gagné cette médaille d'or-là? Puis, tu sais, le journaliste souvent recherche une réponse comme tu sais, ça a été mes parents ou tu sais, mon entraîneur ou tu sais, mon dévouement ou peu importe. Puis, sa réponse a été la raison que j'ai gagné cette médaille d'or-là, c'est parce que j'ai trouvé le courage de me relever les 20 000 fois que j'ai tombé sur mon derrière pour me préparer pour les Jeux. Wow. C'est juste ça qu'elle a dit. Puis je trouvais ça tellement bon comme message parce que c'est vrai. Parce que la majorité des gens qui ont beaucoup de succès se trompent beaucoup, puis ils se plantent souvent. C'est juste qu'on n'est pas témoin de ça. On n'entend pas parler tant que ça. Puis je sais que de ton côté, comme de mon côté, il y a eu bien, on n'en parle pas en ce moment, là, mais il y a eu plusieurs moments dans nos carrières où est-ce que, des fois, c'était pas évident, où on s'est trompé, on a fait des erreurs. Euh, mais on avait une mentalité GPS par rapport à ça, puis on cherchait vraiment à trouver des solutions de ça. C'est quoi un de tes pires moments, toi? Écoute, un de mes pires moments, c'est qu'à un moment donné, j'ai accepté de travailler avec une super vedette sportive pour les mauvaises raisons. Je pensais beaucoup à ma carrière, puis comment est-ce que cette personne-là allait m'aider à développer ma business, puis tout ça. Puis finalement, cette personne-là me soutirait énormément de jus. Puis que j'ai même remarqué que je me retrouvais à travailler avec d'autres gens. Tu sais, j'étais en consultation, puis je pensais à cet athlète-là. Tu sais, j'étais vraiment distrait, là, tu sais, puis cette personne-là me textait tout le temps, puis voulait me voir régulièrement, puis ça chamboulait mon horaire. Fait que ça a été une très bonne expérience d'un point de vue apprentissage, parce que là, depuis ce temps-là, j'ai fait mes devoirs à savoir c'était Plus qui, avant sélectif. qu'on travaille ensemble, plus sélectif, puis m'entourer vraiment avec des bonnes personnes. Fait que ça, je te dirais que ça a été probablement ma plus grande erreur dans ma carrière professionnelle. Et tu as recalibré, tu as recalculé. Ben écoute, je pense que oui. Ça Ah, m'a pris un petit peu de temps, mais je pense que oui. good. On a mentionné à quelques reprises, Jeff, le mot inconfort. Dans ton livre, tu racontes cette analogie-là ou cette histoire-là, en fait, qui est vraie, là, très subtile en quoi, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'un clown, en fait. Mm. J'aimerais juste que tu racontes l'anecdote parce que on dirait que l'humain, à un moment donné, comme les gens qui nous écoutent présentement, font tout en leur possible pour éviter l'inconfort. Mm. On a peur, notre cerveau reptilien est constamment au taquet de dire je peux échouer, je vais être jugé, j'ai peur. Donc, on évite constamment nos zones d'inconfort. Mais à travailler avec les athlètes, tu as réalisé que l'inconfort égale croissance. Et ça peut être aussi subtil que ce clown-là du soleil t'a appris.
Effectivement, fait que l'histoire, en fait, c'est une des plus belles histoires un des plus beaux moments que j'ai vécu, là, les moments que j'ai passés avec ce clown-là. Parmi les meilleurs, les gens les plus intelligents, les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des clowns. Euh, si on pense à leur job, à leur responsabilité dans un spectacle, c'est que ils doivent divertir les gens. Puis tu sais, rentrer dans la bulle des gens. Puis, tu sais, tu sais jamais comment ça va aller parce que tu côtoies des gens différents tout le temps. Mm. Puis, tu sais, il faut que tu sois drôle, puis il faut que tu sois vraiment, d'un point de vue timing, il faut que tu places les choses comme il faut. Donc, c'est des gens formidables. J'ai vraiment, vraiment aimé mes conversations puis mes expériences de travail avec ces types de gens-là. Fait que quand on va voir un spectacle de cirque, ça arrive assez souvent que les clowns vont aller chercher quelqu'un dans la salle, puis ils vont l'amener, cette personne-là, sur l'estrade, puis ils vont faire toutes sortes de, tu sais, des conneries, des choses drôles, tu sais, ils vont jouer ensemble. Puis là, je vous dévoile un petit secret, là, mais la plupart des clowns vont choisir ce qu'on appelle des easy targets. C'est qu'ils vont choisir des gens qui sont prêts à sauter de leur chaise pour venir sur la scène. Ils sont motivés, là. Ils lèvent la main, puis moi, choisis-moi. Ils sont Extrême- heureux. Extrêmement motivés. Puis, ils vont finalement choisir quelqu'un qui sont, tu sais, ces gens-là ne sont pas difficiles à convaincre. Ils amènent sur scène, tu sais, la petite chorégraphie qu'ils vont faire ensemble. Elle est super facile à faire parce qu'ils sont tellement, ils veulent être là. Mon bon public, là. Bon public. Puis il y a un clown que j'ai côtoyé que lui, il fait complètement le contraire. Lui, il va aller choisir par exprès les gens les plus difficiles. Puis ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va choisir un siège dans le théâtre, puis il va se dire, peu importe qui s'assoit dans ce siège-là, ce soir, je vais aller choisir cette personne-là. Tu sais, il me racontait, il dit des fois, là, c'est un jeune de 15 ans qui a sauvé son argent pendant 2, 3 ans, puis que, tu sais, il veut vraiment venir sur scène. Puis, tu sais, de temps en temps, j'ai choisi les autres, là, parce que ça, c'est le fun, puis on s'amuse. Mais il dit, dans ce même siège-là, le soir d'après, c'est un homme d'affaires, disons, d'une cinquantaine d'années, qui représente une grosse compagnie, qui s'est fait donner des billets, puis tu veux voir que ça ne tente pas, il ne veut pas vraiment être là, il veut juste être là pour satisfaire le client, puis... Mais je l'ai choisi quand même, parce que je suis confiant dans mes habiletés. Je sais que j'ai les bonnes tactiques pour convaincre à peu près n'importe qui. Puis quand j'arrive à convaincre quelqu'un comme ça, en fait, je peux convaincre n'importe qui après. Ouais. Puis la notion d'inconfort, tu fais bien de le mentionner, parce que quand on parle d'apprentissage, c'est pour simplifier la façon que ça fonctionne. C'est que d'un point de vue cognitif, tu sais, on est ici, puis qu'on va apprendre quelque chose de nouveau, c'est qu'on veut se rendre ici. Puis il y a un gap entre les deux. Tu sais, il y a un trou là. Fait que pour se rendre d'une place à l'autre, évidemment, il va y avoir des moments de vulnérabilité ou d'inconfort ou d'inconnu. Tu t'en sors pas, mais ça n'a pas besoin de durer longtemps. Mm. Tu sais, puis quand tu as vraiment l'intérêt, puis tu es curieux à savoir c'est quoi ça, puis je veux vraiment me rendre là. euh, mais en fait, l'inconfort, il ne faut pas juste l'accepter, il faut la célébrer. Puis ça, Mhm. c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, c'est que lorsque tu te sens vulnérable, tu as raison que le cerveau, le cerveau reptile dont tu parles, d'un point de vue scientifique, on appelle ça le système limbique, Mhm. qui veut éviter toute menace, parce que notre cerveau est programmé pour nous protéger comme être humain. On a tendance à vouloir reculer et à vouloir repousser la vulnérabilité et l'inconfort. Mais si tu vas contre cette intuition-là, contre la réaction de vouloir reculer, tu es en train d'entraîner ton cerveau à aimer la vulnérabilité, qui fait que tu vas apprendre plus vite. Euh, Puis, tu sais, souvent, je me fais poser la question, ça veut dire quoi être fort mentalement? Mhm. Puis, selon moi, être fort mentalement, c'est de choisir d'avoir une bonne attitude dans des moments que tu n'es pas supposé de l'avoir. Mhm. D'avoir une bonne attitude quand les choses vont bien, c'est facile, c'est naturel, Ouais. c'est donné. Mais d'avoir une bonne attitude, de choisir de mettre le focus sur les bonnes affaires, de prendre les bonnes décisions dans des moments que tu n'es pas supposé de le faire ou que Mhm. c'est difficile à faire, ça, c'est de l'entraînement psychologique. Puis de Mhm. plus en plus que tu fais ça, mais ça prend quelque chose qui est beaucoup plus grand pour te rendre vulnérable ou inconfortable. Puis c'est là que, effectivement, les athlètes olympiques, les athlètes professionnels dont je côtoie, sont tellement bons à faire ça. Puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça des entraînements, ce qu'ils font tous les jours. Ils entraînent justement leurs habiletés, ils poussent leurs limites constamment, autant émotionnelles, physiques que psychologiques. Alors, fait qu'effectivement, la notion d'inconfort, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup, qu'on travaille beaucoup. Puis selon moi, c'est quelque chose qu'on doit apporter un peu plus dans le monde du travail parce que c'est ce qui permet à des compagnies de vraiment passer à la prochaine étape, là. Mm. Donc, peut-être que vous pouvez vous challenger
au niveau professionnel, au niveau personnel, de dire qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre inconfortable cette année. Ça peut être un défi physique, ça peut être un défi de réinventer votre présentation. Si vous êtes dans le monde des ventes, ça fait 10 ans que vous faites la même présentation. Ajoutez-y des nouveautés, ça va vous rendre inconfortable, ça va raconter une nouvelle histoire si vous êtes en storytelling pour convaincre des groupes. Changez votre format de réunion si vous êtes un leader de compagnie. Mais chose certaine, c'est que cette fébrilité-là, cette vulnérabilité-là, cette humilité-là dont Jean-François parle, de ne pas négocier avec son système limbique et juste de faire confiance au processus, ça l'accélère l'atteinte de cette chose-là que vous voulez. Et pourtant, c'est très contre-intuitif parce qu'on passe notre vie à vouloir éviter ces inconforts-là. Donc, essayez de provoquer et honorer l'inconfort comme que Jean-François l'a si bien formulé. J'adore. OK. Donc, deux dernières petites choses, Jean-François, parce que là, on a les 4 pattes. Donc, on sait qu'on doit se challenger au niveau technique, au niveau tactique, au niveau du body, au niveau du mindset. On a un plan de départ de dire, hey, c'est OK d'y aller avec les minimums. C'est OK. Juste, va chercher de la cadence, va chercher du momentum, célèbre tes progrès, célèbre tes petites victoires, dopamine, et par la suite, tu peux accélérer la cadence sur gros rêves, grosse vision, parce que ce n'est pas l'atteinte de ce que tu vas avoir atteint le 31 décembre 2020. C'est qui tu vas être devenu dans ce processus-là. OK? Toute cette notion-là de l'expérience engagée, de millimétrer. Donc, toutes ces choses-là sont en place. Se mettre dans des situations d'inconfort, ça va faire partie de la game. Quand vous allez vouloir abandonner, début février, c'est pas de toujours être positif, c'est d'avoir la bonne attitude au moment opportun, début février, quand je vais abandonner. C'est là que ça compte. Comprends? Mentalité GPS, ce mois de février, il faut s'en rappeler. Mentalité GPS, recalculer. Okay? C'est ce que les gagnants font. Le tactique, adapter. Adaptabilité, c'est une des plus grandes qualités qu'on peut avoir pour être un top performeur. Être capable de s'adapter, peu importe les conditions, peu importe les cônes oranges ou les détours qu'on a à prendre, c'est extrêmement puissant pour être un top performeur aujourd'hui. Je m'en voudrais te laisser aller, Jean-François, sans te parler de la confiance, parce que ça revient constamment, la confiance en soi. Dire, ben, au début de l'année, j'étais confiant, j'ai perdu ma confiance, j'ai jamais eu confiance, on m'a jamais fait confiance. Et l'enjeu de la confiance en soi, j'imagine, si les gens vont avoir une bonne année, ça devra être dans leur baluchon, ça devra être dans leur sac à dos. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la confiance en soi? J'adore l'analogie que tu présentes dans le livre. Donc, comment les gens peuvent avoir plus de confiance en soi ou peut-être la retrouver ou la construire? Mais chose certaine, j'aimerais t'entendre sur la confiance en soi parce qu'on pense que les athlètes olympiques sont toujours confiants. Erreur. Tu l'illustres bien dans ton livre. Ça fluctue, c'est ondulatoire, la confiance. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec la confiance en soi? Écoute, on a quelques minutes, là. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais les gens qui veulent continuer la réponse, son livre, L'Olympion Bureau, je vais vous le recommander fortement. Évidemment, je vais vous mettre les liens pour les personnes qui veulent aller se le procurer, mettre ça sous le sapin de Noël, faire un cadeau à une personne que vous aimez ou un cadeau à vous-même, hein, les fameux cadeaux à moi, de moi. Donc, mais avec le temps qui nous est accordé, au moins déposer quelques fondamentaux que les gens devraient comprendre. OK, parfait. Écoute, je vais y aller en rafale avec ce que j'explique habituellement en détail. Donc, je pense qu'il faut commencer par le début, puis définir c'est quoi. Parce que c'est un terme, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça marche. OK? Fait que c'est aussi simple que de croire en ses habiletés pour pouvoir atteindre certains objectifs ou avoir une certaine performance. OK? Puis le mot important dans ce que je viens de dire, c'est croire. Comment on arrive pour croire à quelque chose? Okay? Puis ça, encore, on se pose rarement la question. Comment on arrive à croire à quelque chose? Comment les gens font pour croire? On pense souvent à quelqu'un qui est religieux, par exemple. Comment quelqu'un fait pour croire dans sa religion ou croire dans la confiance en soi par rapport à ses habiletés? Il y a 2 choses. La première, c'est la répétition. La raison que les gens croient dans une certaine croyance, que ce soit religieuse ou philosophique ou spirituelle, c'est parce qu'ils vont répéter souvent des choses associées à ça. Fait que la personne qui va aller à la messe à tous les dimanches ou qui va lire la Bible ou qui va... Tu me suis? Fait qu'il y a la notion de... Regarde le monde publicitaire. Comment les grandes compagnies font en sorte de convaincre les gens d'acheter leurs produits et répétition. Voilà. Masse sur les messages publicitaires.
Fait que On c'est se la même prend chose au à niveau, croire que j'ai besoin de ça, donc on l'achète, on le consomme. fait qu'au niveau de notre cerveau. Comment souvent que tu répètes des choses constructives, positives par rapport à tes habiletés? Fait que répétition, c'est un. Puis deuxième affaire, c'est que l'importance que tu accordes à l'effet que tu as vécu ou à ton expérience. Si tu n'y accordes pas beaucoup d'importance, fait que si tu fais juste faire la répétition, mais tu ne lui donnes pas une certaine importance, finalement, la répétition, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que là, je vais partager 4 prémices de base de comment fonctionne la confiance qui va justement appuyer ce que je viens de dire. Fait que la première chose, on ne bâtit pas de la confiance en pensant au futur. On bâtit de la confiance seulement avec des pensées associées au passé. OK? On peut devenir excité par rapport à l'avenir, on peut se préparer vers l'avenir, mais tu bâtis de la confiance par rapport à des faits, des choses que tu as accomplies, OK? Par rapport à ton expérience. Puis on passe tellement de temps à penser à l'avenir, c'est incroyable. Ce qui s'en vient dans 5 minutes, demain, dans un mois, dans une année, c'est fou à quel point on est dans l'avenir. Et en plus, c'est que c'est des mythes qui ont été perpétués. De tout ce qui était les affirmations positives pour bâtir la confiance, il y a une étude qui a été faite à l'Université de Waterloo qui dit, ben, si ton estime est faible et tu passes ton temps à te répéter une affirmation dans le futur, c'est plus dommageable que de dire, wow, sur quoi je peux construire? Qu'est-ce que j'ai Ouais. réussi dans le passé? Même si c'est une petite victoire, apprendre à célébrer les progrès et là, stacker l'effet cumulé de tout ça. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, Et on le bâtit sur le passé et non sur le futur. voilà, puis c'est facile de croire quelque chose qu'on a fait. Ouais. Comment tu peux arriver à croire quelque chose que tu n'as jamais fait? Okay? Fait que tu peux devenir excité puis tu peux avoir hâte à faire ça, mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même affaire. Deuxième chose, l'être humain est bâti pour carburer des accomplissements. Donc, ça veut dire qu'il faut porter attention à des choses qui sont positives, constructives, solutionnaires, des choses qui vont aider justement notre feeling de croyance et non nuire. Fait que si tu t'autocritiques tout le temps, puis qu'on sait très bien que le peuple québécois, on est très bon à faire ça, on est très bon à Les Français aussi. s'autocritiquer. Puis, Les Français hey, aussi. écoute, tu le dis, Martin, c'est pas moi qui le dis. Mais, tu sais, en anglais, je dis souvent, catch yourself being good. Don't catch yourself always being bad. Pogne-toi à être bon aussi souvent que tu te pognes à être mauvais aussi, à faire tes erreurs. Fait qu'on carbure sur nos accomplissements. Donc, il faut que si à n'importe quel moment, ton objectif, c'est de bâtir la confiance, les pensées que tu choisis doivent être constructives, positives, solutionnaires. OK? Dialogue intérieur, là. Voilà. Troisième chose, la confiance en soi vient uniquement de soi-même. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que notre boss peut nous donner de la confiance, notre conjoint, nos coéquipiers. C'est pas vrai. Notre boss peut nous donner des commentaires positifs. Nos collègues peuvent nous supporter, peuvent nous donner du feedback. Mais si on n'est pas prêt à recevoir cette information-là, ça n'a pas d'impact sur notre confiance. Puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la confiance en soi. Ça vient uniquement de soi. Donc, ce que j'aime dire par rapport à ça, c'est que si tu manques de confiance, c'est de ta faute. Si tu en as de la confiance, c'est aussi de ta faute. OK? Puis la dernière chose, c'est que la confiance, c'est un élément émotionnel. Ce n'est pas psychologique. Donc, on ressent de la confiance. On ne pense pas de la confiance. Puis tout ce qui est émotionnel est temporaire. OK? Puis il faut la nourrir si on veut qu'elle demeure vivante. L'analogie que je donne, c'est que si tu es sur un quai devant un beau lac qui est calme, puis tu as, une pierre dans tes mains, puis tu laisses la pierre tomber dans l'eau, mais la pierre, c'est comme une pensée qu'on a qui va venir affecter notre corps. OK? Puis que le trou que ça creuse dans l'eau, puis que ça va créer justement des petites vagues, bien, si les petites vagues sont temporaires, à un moment donné, on ne les verra plus. Mais si tu continues à alimenter des choses constructives et positives, la vague va continuer. Fait que, puis la raison que je mentionne ça aussi, c'est que tout ce qui est émotionnel n'est pas statique. Ça bouge. Fait que moi, les gens qui me disent qu'ils veulent être confiants tout le temps puis de la même façon, je leur dis, mais écoute, c'est impossible. Fait qu'on met ça dans la poubelle, c'est pas une intention qui est réaliste. Il faut que tu comprennes que des fois, on va être super confiant, puis oups, c'est bon, on en a un petit peu moins, puis là, oups, on en a un petit peu plus. Puis ce qui est problématique chez les gens, c'est que quand on a un petit peu moins, c'est là qu'on commence à capoter, puis on se pose la question, mais comment se fait? Mais c'est absolument normal. Puis les gens qui sont, selon moi, les plus forts mentalement, c'est ceux qui acceptent le fait qu'ils ne sont pas toujours confiants de la même façon, puis qui savent très bien que ça va juste revenir en appuyant ou en utilisant justement les bonnes stratégies pour la bâtir. Fait que vite, vite comme ça pour les bâtir. Un, la préparation. Préparation de qualité égale confiance en soi qualité, tu t'en sors pas. OK? Deuxièmement, fake it until you feel it.
Fait que faire assemblant, comporte-toi d'une façon confiante, puis à un moment donné, le cerveau commence à croire la façon qu'on se comporte. C'est comme ça que ça fonctionne, puis il y a plein d'études qui le démontrent. C'est super intéressant. Troisièmement, visualiser des moments du passé de succès. Si je te demande, Martin, de penser en ce moment à la meilleure conférence que tu as donnée dans ta vie, là, puis je te demande de remémorer ça dans ta tête, puis de me donner tu sais, des détails de ce moment-là, tu revis les mêmes sensations que tu as vécues à ce moment-là, mais au moment même. Fait que ça t'amène une confiance extraordinaire. Et c'était une conférence qui a été précédée d'une préparation titanesque. Plus souvent qu'autrement. Et j'ai dû le faire comme si, beaucoup de pratiques. Donc, absolument, je vois le pattern, là, ouais. La quatrième, c'est de reconnaître et célébrer les petites victoires, dont vient l'analogie du feu. C'est que la meilleure façon de nourrir un feu, c'est un petit peu souvent, pas beaucoup de temps en temps. Puis l'expression dans le monde du sport le dit, quand un athlète performe bien à travers le temps, des petites séquences après petites séquences après petites séquences, on va dire que l'athlète est en feu. Donc, de là vient l'analogie de nourrir le feu, dont c'est une des stratégies que j'utilise le plus. Puis même mon logo de compagnie vient de cette notion-là. C'est un feu, mon logo. Là. Fait que, puis la cinquième, c'est par rapport à avoir une bonne attitude, justement. Pas une attitude positive. Juste être positif, pour moi, c'est pas assez. C'est de choisir d'avoir la bonne attitude au bon moment. Moment important. Voilà. Et est-ce que, en fait, tu sais, parce que ce qui me fascine, une question que j'aurais à te poser là-dessus, peut-être si c'est un truc, je suis certain que tu en as. On parle justement de ces moments difficiles-là dans une année où les gens vont abandonner, où ils vont s'auto-flageller, lorsqu'ils sont en bas de confiance. Le plan ne fonctionne pas comme prévu. On fait quoi à ce moment-là? Tu as une ou deux idées? Parce que moi, j'essaie toujours de penser, par exemple, Tessa Virtue ou ces patineurs-là. Tu es dans ton programme court, tu as 20 000 personnes qui te regardent, tu en as des millions qui te regardent, tu tombes. Il faut quand même que tu te relèves, que tu finisses ton parcours. Là. Le niveau de force mentale pour maintenir le fond, est-ce que ces gens-là, c'est quoi le truc quand ça va mal, là, ça ne fonctionne pas comme prévu? Sur quoi qu'on peut peut-être déposer un peu notre mindset et notre mental pour remettre le pied dans l'étrier? Est-ce que c'est retourner dans ce que tu as dit dans la préparation? Est-ce que c'est retourner dans ces 5 choses-là? Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Écoute, on pourrait en parler pendant longtemps, mais si on prend l'exemple que tu viens de donner avec le patinage artistique, c'est que c'est de remettre ton attention sur ce qui se passe en ce moment, la prochaine séquence. Puis j'ai toujours dit que quand tu es en action, c'est pas le temps d'évaluer. C'est là qui fait que ça nous freine. C'est pas le temps d'évaluer. Une fois que tu as terminé ta performance, là, c'est le temps d'évaluer. Mais quand tu performes, tu as juste besoin de faire. C'est tout. Exécuter. That's it. Puis ils s'entraînent tellement, ces athlètes-là, puis on en parle justement de si jamais quelque chose arrive, comment tu vas répondre? Ça fait partie de la préparation aussi, de dire, bon, ben, et ça aussi, c'est très contre-intuitif. Je ne sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus, mais depuis des décennies, en fait, tout ce qui est littérature, développement perso, on va souvent dire ne pense que au positif. Et il y a des dernières recherches qui ont sorti dans les dernières années qui parlent de contraste mental, en fait, c'est-à-dire quels sont les obstacles qui peuvent arriver. Et s'ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais, c'est très contre-intuitif parce que le monde dit positif que positif. Si tu penses au négatif, tu vas l'attirer. Voyons donc, il faut être lucide. Là. Il y a des obstacles en cours de l'année, comme pour aller aux Olympiques. Et si ça arrive, quelle sera la bonne attitude à ce moment important-là ou comment tu vas recalibrer ton esprit sur le moment présent? Vous parlez de ça aussi avec les athlètes ou avec les gens qui t'accompagnent dans les compagnies. N'ayez pas peur de regarder c'est quoi les obstacles. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quand Scott Moore et Tessa Virtue ont gagné la médaille d'or à Pyeongchang en 2018, ils n'ont pas été parfaits. Il y a eu 3-4 moments. Si on s'assoit avec eux et on décortique leur performance, il y a eu 3-4 moments où est-ce que ça aurait pu déraper. Mais c'est qu'ils ont été tellement bons à se pogner et distraits, puis ça a duré tellement peu de temps que ça n'a pas paru. Puis ça s'entraîne. On en parle de ça. C'est ça que je parlais de l'entraînement de mentalité GPS. C'est que lorsque tu vas arriver justement à la route barrée, de quelle façon que tu veux répondre. On ne veut pas réagir. Réagir, c'est instinctif, c'est le système limbique. Ça, c'est pas bon. Réagir, c'est pas bon. C'est impulsif, c'est pas ça qu'on veut. Comment tu veux répondre? Répondre, c'est
C'est un choix, c'est planifié, puis on fait de la visualisation. Ils vont s'imaginer de temps en temps et dans une séquence, puis oups, quelque chose arrive, puis bang, ils répondent tout de suite. Puis que finalement, ils sont capables de poursuivre, puis que, tu sais, les champions olympiques, plus souvent qu'autrement, ne sont pas parfaits. Ils sont juste un petit peu messy. Des petites affaires. Mais c'est pas assez flagrant qui fait que ça va leur coûter la médaille d'or. Puis c'est là le danger d'être perfectionniste à la lettre. C'est que tu ne donnes pas le luxe, tu sais, d'être extraordinaire. Être extraordinaire, c'est pas être parfait. Être extraordinaire, on parle de 92, 94, 98 Mais tu te donnes le luxe de performer à 98 oui. Tellement bon. Et il y a tellement de gens qui sont pris dans l'emprise du perfectionnisme. C'est clair. Ils ne passent pas à l'action parce que vraiment, ils ne sortent pas leurs livres, ils ne sortent pas ceci, ils ne font pas ceci, ils n'appliquent pas pour la promotion parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas parfaits. Et ce que tu remarques, en fait, c'est que cette perfection-là se développe dans l'imperfection. Ben, tu Tu sais, comprends? Cette perfection-là dont tu parles du 92, 93, faut que tu sois mauvais, faut que tu tombes, comme tu disais, faut que tu sois dans ton imperfection, dans ton inconfort pour toucher un tant soit peu à ta version de ton excellence. écoute, il n'y a rien de mal à être à la recherche de la perfection. Ouais. Tant si longtemps que ton intention de performance est d'être excellent. Tu sais, tu cherches la perfection, c'est correct, mais il y a une différence entre une mentalité perfectionniste et une mentalité d'excellence. La différence est gigantesque, mais d'un point de vue performance, c'est minime. C'est minime. Puis tu demandes à des athlètes combien de fois dans leur carrière qui ont été parfaits. Mm. La majorité vont dire jamais. Mm. Fait que, Mais ils n'ont pas utilisé leur obsession de la perfection pour être dans l'inaction, ce que beaucoup de personnes font, tu comprends? puis l'obsession de la perfection pour se rapprocher de la perfection. Tu sais, pour fermer le gap, là. Ouais. Fait que, c'est tellement de fun de les côtoyer, ces gens-là, parce qu'ils sont toujours à la recherche à s'améliorer. C'est capoté. Comme leur coach, en fait. Ah, peut-être. Écoute, Jean-François, écoute, merci. Tu as été très, très, très généreux. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Dans ton livre, Ouais. le lien au bureau, les gens qui nous écoutent, oui, parfait, exactement. Moi, je n'avais pas reçu la copie physique, j'avais reçu la copie virtuelle. Je suis rendu au-delà de la moitié du livre. Et écoutez, si vous êtes moindrement sérieux et sérieuse pour faire de votre prochaine année une année où ce que vous allez être meilleur et que vous voulez voir comment est-ce que ces grands athlètes-là, monde des affaires, monde sportif que Jean-François a la chance de côtoyer, qu'est-ce qu'il applique en fait? De plusieurs choses dont on a parlé, mais avec beaucoup plus de profondeur. Il partage les trucs, les tactiques, beaucoup d'histoires qui frappent notre imaginaire aussi. Mais comment vous pouvez transposer ça? Oui, au bureau, mais en tout cas, moi, déjà, j'ai beaucoup retiré de choses de ma vie personnelle que je vais appliquer. Donc, c'est le bureau, mais c'est aussi votre vie personnelle. Donc, n'importe quelle personne qui est moindrement sérieuse pour passer à un autre niveau de succès, de bonheur, peu importe ce qui vous fait vibrer, à vous, fortement recommander ce livre-là, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un livre au Québec au niveau de la performance qui avait sorti, à ma connaissance, je ne sais pas si tu étais au courant, là, mais pour moi, j'étais comme je sautais de joie. Là. Il y a beaucoup de choses qui viennent des Anglo-Saxons, des États-Unis, mais Ouais. il n'y avait pas quelque chose là, francophone qui était... Mais ce que je pense qui fait la force du livre, Martin, en toute humilité, c'est que on est très, très transparent dans le livre. Puis je dis on parce que ça a été écrit en collaboration avec une journaliste sportive. Ouais. Très transparent, où est-ce que c'est pas tant raconter les victoires, c'est raconter le processus, le comment. Oh. Alors, on est de retour. Vous ne pouvez pas avoir... On reste calme, Martin. GPS, tout va bien aller. On recalcule. On recalcule. Vous ne pouvez pas avoir plus live que ça. L'ordi à Jean-François a fait un update et tout a coupé. Donc, on recalcule, on applique ce que l'on enseigne, comme quoi qu'il n'y a jamais de perfection. Mais on était en train de dire justement que la force de ce livre-là, Jean-François,
ça a été la transparence, Tout à l'humilité. fait. Pas que les bons coups, mais cette œuvre-là que tu as couchée sur papier avec Marie, journaliste sportive, euh, c'est la force du livre, en fait. De l'Olympien au bureau, c'est vraiment, c'est vrai. Ben, en fait, c'est que c'est écrit au jeu aussi. Alors, c'est comme si je coach les gens qui lisent le livre. Puis il y a beaucoup d'images à l'intérieur pour faire que c'est très. Je vais vous donner un exemple rapide, là, mais c'est la fameuse table, en fait, on a parlé, là, je vais la montrer. Euh, Puis toutes les images que j'ai faites dans le livre, c'est tout fait à la main par moi, comme si c'était dans mon tableau blanc dans mon bureau. Alors, fait qu'on raconte beaucoup d'anecdotes, mais surtout, on raconte beaucoup de stratégies. C'est des choses qui sont pratiques qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Des fois, c'est un peu, je trouve, la faiblesse de certains livres, c'est qu'ils racontent beaucoup de choses, mais finalement, le côté Concrètement, on fait quoi? Oui. pratico-pratique, tu sais, comment on fait pour les appliquer. Fait que c'est une représentation de mes conférences, finalement. C'est que toutes ces affaires-là, je les raconte régulièrement dans mes ateliers et conférences. Donc, non, on est super fiers. Puis déjà, là, les ventes vont très bien. Et puis, on a plein de bons commentaires. Fait que, puis merci à toi, justement, là, d'en parler. Puis, je suis bien content que ça te sert à toi aussi. Ça me sert à moi aussi. Si ça peut servir à mon audience, mes clients, les fans, les gens qui me suivent, ceux qui revoient ça en rediffusion, même si ça fait quelques semaines et que la fin d'année ou le début d'année est passé, vous êtes en rediffusion aux éditions de l'Homme, l'Olympien au bureau, Jean-François Ménard. Allez vous procurer ce livre-là, je ne peux que vous le recommander chaudement. Jean-François, pour les gens qui veulent te suivre, parce que je sais que très bientôt, tu as le plan. Un autre de tes rêves aussi, c'est de développer plus de contenu, de faire des capsules, chaîne YouTube. Pour l'instant, où est-ce que les gens peuvent aller te suivre et peut-être rentrer dans ton univers? Oui, effectivement. Écoute, moi, je ne suis pas un grand utilisateur des réseaux sociaux. Le Facebook, c'est le moyen, je pense, le plus pratique de me suivre. OK. Donc, si vous tapez mon nom complet sur Internet, vous devrez trouver ma page. Sinon, ma chaîne YouTube aussi, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques vidéos, mais comme tu viens de mentionner, mon intention, c'est de publier une petite vidéo à tous les 2 semaines à partir de 2020. Donc, ça, c'est mon prochain projet. Fait que la chaîne YouTube aussi, c'est de la même façon. Puis sinon, sur mon site web, cambioperformance.com, si les gens veulent connaître un peu plus ce que je fais comme travail, puis le contenu de mes conférences, puis tout ça, il y a beaucoup de trucs là-dessus aussi. Là. Voilà. Parfait. Donc, si vous recevez cette entrevue-là par courriel, j'aurai mis les liens dans le courriel. Sinon, si vous êtes sur YouTube ou sur une plateforme digitale comme Facebook, regardez dans le statut ou dans la description. Je vais mettre les liens aussi de toutes les plateformes de Jean-François. Alors, Jean-François, écoute, mon ami, big love. Merci beaucoup vraiment pour avoir passé du temps avec nous. Et si vous avez pris des notes, moindrement, il y a eu énormément de valeur dans cette entrevue-là, livrée gracieusement. Merci de ton temps. Je sais qu'habituellement, c'est des milliers de dollars pour des conférences et déjà là, on a eu la chance de rentrer dans ton univers, d'apprendre à te connaître un peu plus et tu nous as livré de la grosse marchandise pour quiconque veut avoir une très bonne année en 2020. Ouais, puis je suis bien content que ma voix a tenu le coup aussi. Là. Ça a Ouais, été une victoire. Là. Les gens connaissent jamais l'arrière-scène de l'arrière-scène. Ah, mon Vous Dieu. entendiez Jean-François à bord de l'eau, mais il faut savoir qu'il y a 36 heures, il m'écrit et il me dit, Martin, il dit, je crois que je fais une laryngite ou une extinction de voix. Et qui dit, je ne sais pas si je vais pouvoir faire l'entrevue. Et que ce matin, on se textait et il dit, non, il dit, je crois que ça va tenir le coup. Donc, Écoute, j'ai tout fait. J'ai tout utilisé les trucs de grand-mère pour être prête pour le webinaire aujourd'hui. Donc, je suis content que ça a fonctionné. un vrai guerrier. Joyeux temps des fêtes. Repose-toi bien, c'est les vacances pour toi, puis on garde contact. Et merci énormément pour toute la valeur que tu as apportée à notre communauté. Je t'apprécie beaucoup, mon ami. Bon succès à toi. Martin, c'est super gentil. Merci à toi aussi. Joyeuse fête. Bye bye. Salut, bye bye.